au cœur du masculin, avec Normand Faubert. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado au cœur du masculin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un voyage de transformation qui va bien au-delà du corps. Un véritable chemin de résilience, de discipline et de renaissance. Changer sa vie demande du courage, de l'engagement et surtout beaucoup d'amour de soi. Et pour en témoigner, nous recevons Robert Giroir, mieux connu sous le nom de Coach Inspirant, le coach inspirant. Robert Giroir, après avoir traversé de grandes épreuves, des dépendances à une prise de poids extrême, a décidé de reprendre sa vie en main et de se réinventer complètement, passant de 455 livres à marathonnier. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent amorcer un changement durable. Robert, bienvenue dans le balado au cœur du masculin. Hey, merci Normand, merci pour la belle introduction, puis je suis content d'être avec toi ce matin. Tellement un plaisir de te recevoir. Faut savoir que Robert, on se connaît depuis plus près de 20 ans maintenant. C'est un ami personnel, puis tu sais, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation, Robert, puis que tu viennes parler à nos auditeurs de ta transformation inspirante. Mais avant de débuter, j'aimerais ça te faire une petite présentation. Merci. Si tu me permets, ouais. Absolument. Robert Giroir, alias le coach inspirant, est coach en bien-être, conférencier et modérateur, en fait, au sein de la tribu au masculin. Son histoire est celle d'une transformation radicale, passant de 455 livres, comme je l'ai dit plus tôt, à marathonnier. En surmontant des dépendances et en adoptant un mode de vie axé sur l'alimentation consciente et l'activité physique. Après des années de lutte contre l'alcoolisme et une prise de poids extrême, il vit en 2018 un déclic majeur à la suite d'une crise d'anxiété. Il décide alors de changer son alimentation, élimine le sucre et adopte un mode de vie cétogène. En fait, ça va lui permettre de perdre plus de 200 livres. C'est aussi à cette période qu'il découvre la course à pied, qui devient une véritable passion, un moteur de résilience pour lui. Aujourd'hui, Robert utilise son expérience pour accompagner et motiver ceux qui veulent reprendre leur santé en main. À travers ses coachings, conférences et son engagement dans la tribu au masculin, il transmet des outils concrets pour une meilleure gestion de l'alimentation, des émotions et du bien-être global. Ça résume un peu ton histoire de vie personnelle et professionnelle, Robert? Absolument, Normand. Puis ça me fait toujours drôle d'entendre mon histoire dans la bouche de quelqu'un d'autre. On dirait que ça me fait prendre en conscience tout le chemin parcouru, puis toute la reconnaissance que j'ai tellement demandé, puis que souvent je peux me l'attribuer par moi-même, mais de t'entendre me raconter mon histoire, ça me dit « Hey, ben c'est ça ta vie. » Puis j'en suis bien fier. Fait que merci de m'avoir fait cette place-là ce matin. Puis en fait, c'est ça, c'est un retour en arrière aussi. Tu sais, je voulais que nos auditeurs en apprennent un peu plus sur ton parcours, tu sais, en parlant de chemin parcouru, tu sais. J'aimerais ça, en fait, que tu nous expliques, tu nous racontes, c'était quoi pour toi le déclic qui a fait qu'un jour tu as décidé d'amorcer ce changement de vie-là? Wow, OK. Donc, moi, ça part d'un espace, on a parlé un peu dans ton introduction que tu as fait sur moi. Moi, je suis quelqu'un qui vient du monde de la dépendance. Moi, j'étais un intense depuis ma tendre enfance. J'étais un petit gars qui avait besoin de bouger, qui était vivant. Puis, les multiples dépendances ont fait que j'ai mis en place, si on veut, des systèmes où je m'isolais, où je me cachais, puis j'avais honte, puis la dépendance est venue comme me donner comme un peu. Je disais tantôt, la course à pied aujourd'hui me sert aussi de résilience pour continuer mon chemin, mais l'alcool puis les multiples dépendances que j'ai eues, parce que j'ai pas seulement eu l'alcool puis la nourriture comme dépendance, ont fait que c'est ça qui me donnait de la résilience de surface, comme un beau masque d'une certaine façon. Mais ce qui a entrepris la grosse transformation, la grande aventure vers mon retour vers la santé en 2018, c'est, comme tu disais, oui, j'ai fait comme une crise majeure d'anxiété, mais sur le coup, quand ça m'est arrivé, à 455 livres, j'étais comme incapable de voir le jour où je serais en santé parce que la côte était tellement haute, la montagne était tellement haute. Tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse 2 fois l'Everest pour reprendre ma vie en main.
J'étais assis sur le divan, puis j'écoutais la télé, puis j'étais dans ma fuite totale, puis je me suis mis à avoir le bras engourdi, puis à faire de l'anxiété, puis j'étais sûr que je faisais un AVC. Fait que là, j'ai appelé l'ambulance. Puis là, l'ambulance est venue me chercher, puis là, les gars ont pris mes signes vitaux, puis ils m'ont dit, monsieur, vous n'avez pas de problème de cœur, là, c'est probablement juste le stress ou l'anxiété ou quoi que ce soit, mais voulez-vous quand même aller à l'hôpital? T'sais. Et à ce moment-là, j'ai dit oui. Puis pour faire un retour sur l'histoire, moi, en janvier 96, quand j'ai choisi d'arrêter de boire de l'alcool, j'essaie de faire une histoire courte, juste pour on puisse faire le lien avec le moment présent de 2018. Je rentre dans une thérapie en janvier 96, puis à ce moment-là, je n'ai pas conscience que j'ai un problème de dépendance avec l'alcool parce que j'ai l'impression d'être fonctionnel. Tu sais? Mon histoire est drôle parce que dans mon enfance, mon père était gardien de prison au palais de justice de Montréal, puis il a passé sa vie là, puis il est à la retraite maintenant. Là. Il m'emmenait au palais au palais, c'est comme si on allait a walk in the park, là. Mais j'allais assister aux causes en cours que je pouvais assister pendant que mon père travaillait. Puis pour moi, c'était très, très, très éducatif. Puis à l'heure du midi, mon père m'emmenait dîner avec lui. Puis on allait marcher dans le centre-ville de Montréal, dans le vieux Montréal. Puis là, je voyais des sans-abri puis mon père, il me disait, regarde, ces gars-là, c'est des alcooliques. Pour moi, un alcoolique, c'est un gars qui dormait sur un banc de parc, qui avait pas de maison, qui avait des vêtements tout souillés, puis qui avait pas l'air propre. T'sais. Puis moi, à cette époque-là, en janvier 96, j'ai une maison, je suis marié, j'ai une belle petite cour toute clôturée, on a chacun notre auto dans l'entrée, j'ai ma petite fille, avec la femme avec qui je suis marié, elle a une fille aussi, donc j'ai une petite fille par adoption, si on veut. Puis j'ai l'impression que tout va bien, là. Mais moi, aussitôt que les lumières se ferment puis que ma femme va se coucher puis les enfants sont couchés, moi, je bois jusqu'à temps que je perde connaissance. Puis je vais travailler le lendemain matin puis je suis fonctionnel, tu sais. Fait que pour moi, je m'identifie pas comme un alcoolique. Mais dans cette thérapie-là, ça commence le dimanche, puis le mardi, le meilleur de mes souvenirs, je suis en train, on rentre en session c'est une session comportementale qui est basée sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. Puis l'intervenante nous fait remplir un questionnaire, puis il y a 12 questions. Avec du recul, aujourd'hui, c'est le test de Jelinek qui appelle, là, puis il y a 12 questions en lien avec la dépendance, puis moi, j'ai 12 oui. J'ai répondu oui aux 12 questions, puis je suis content. Là, pour moi, j'ai un sens que je suis content, j'ai des bonnes réponses, tu sais. Là, l'intervenante vient en avant, puis elle dit, l'intervenante, la thérapeute ou l'animatrice de cet atelier-là, puis elle dit, si vous avez plus que 3 oui sur votre feuille, restez assis, les autres, sortez. Puis là, moi, sur le coup, je me dis, ben voyons, on est vraiment un petit groupe qui ont réussi quelque chose de différent des autres, tu sais. Puis là, la thérapeute, elle vient, puis elle dit, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes des alcooliques ou des polytoxicomanes. Moi, c'est dans ma tête, là, c'est l'image que j'ai. Je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais je reste avec ça. À ce moment-là, moi, c'est comme si il y a un camion de 2x4 qui passe, là, puis que les câbles ont blowé, là, puis je reçois tout ça dans le visage. Ça me choque à côté. Ça te ramène là, à ta réalité là, de ce que tu vivais. Là, OK, j'ai vraiment un problème. Là. Absolument. Puis là, toutes les lumières s'allument. Là. Puis là, je prends conscience de tous mes comportements. Puis c'est comme si j'ai un éveil à ce moment-là qui dit, hey, ben ouais, t'as un problème avec l'alcool. T'es pas capable de fonctionner sans ça. Fait que là, je pars, puis ça se passe à la Villa Saint-Martin, sur le boulevard Henri Bourassa, dans l'est de Montréal. Dans l'ouest de Montréal, je veux dire. Puis là, je retourne dans ma chambre. C'est Villa Saint-Martin, c'est un genre de petite pas une commune, mais une place où il y a des sœurs qui vivaient à une certaine époque. Là. Puis des religieuses, je veux dire. Fait que là, je vais dans ma chambre, j'ai une petite chambre toute petite, là. Un petit lit, un petit lavabo, un petit bureau pour travailler avec une petite chaise droite, puis mais au-dessus du lavabo, il y a un crucifix. Puis là, je me mets à genoux. Je suis pas pratiquant, tu sais, je vais pas à l'église à toutes les semaines, mais je crois en Dieu. Ça, c'est ma foi profonde. Et je me mets à genoux, puis je dis, écoute, je sais pas si tu existes vraiment ou si tu m'entends, là, mais viens m'aider parce que je passerai pas en travers. Puis à partir de ce jour-là, j'ai jamais retouché à l'alcool depuis le 28 janvier 1996. Donc, ça fait 29 ans cette année. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est la première étape. J'ai admis que j'avais perdu la maîtrise de ma vie puis de toutes mes décisions. Fait que au mois de décembre, c'était le 18 décembre 2018. C'est drôle comme date. Les dates, là, j'ai fait des recherches pour retrouver les dates, là. 18 décembre 2018. Je suis dans l'ambulance. Je pense que je fais un AVC, finalement, c'est une crise de panique. Puis là, j'ai dit, OK, regarde, je suis venu vers toi une fois. Oh, je pensais pas que ça m'amènerait là ce matin.
Je suis venu vers toi une fois, je viens vers toi une deuxième fois. Je prends conscience que j'ai perdu la maîtrise de ma vie avec la nourriture, avec le sucre. J'ai besoin d'aide. Puis je veux pas mourir. Je veux pas mourir parce que ma fille, à cet âge-là, elle a 28 ans. Puis je sais qu'elle rêve d'être mère. Puis moi, je souhaite être grand-père puis d'être en santé, tu sais. Fait que j'ai dit, regarde, aide-moi, je vais passer en travail, je vais faire ce qui est à faire, mais je veux être en santé quand je vais avoir des petits-enfants, tu sais. Fait que là, ça amorce le changement. C'était ça l'élément déclencheur. Moi, il a toujours fallu que j'aille les dents dans le gravier, les genoux dans le gravier. Faut que ça fasse mal pour que je fasse des changements. Puis encore aujourd'hui, je côtoie plein d'hommes qui vivent ça, ou des gens qui côtoient, puis je les comprends, mais en même temps, y-a-tu moyen qu'on se sauve un peu là-dedans puis qu'on soit bienveillant envers soi, tu sais? Ben ouais. Moi, pour moi, c'est le message que je souhaite, tu sais. Si t'écoutes l'entrevue puis t'as cette souffrance-là, mais va chercher de l'aide, man. Il y a de l'aide qui existe, il y a des ressources qui existent. Puis moi, j'ai fait appel à mes ressources. Puis mes ressources, c'est que moi, je suis profondément conscient qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, quelque part, qui m'accompagne puis qui me guide. Tu sais, dans le mouvement, on appelle ça la puissance supérieure. Donne-y la couleur que tu veux, là. Tu sais, je suis pas en train de te convertir à devenir chrétien puis à aller pratiquer, mais en quelque part, pour moi, il y a une puissance en quelque part qui fait que quand je m'abandonne à ça, je fais les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, je réalise que ce que j'aimais pas, j'ai fait le choix d'arriver là. Et aujourd'hui, je peux faire le choix d'avoir un nouveau résultat. Tu sais, à partir de décembre 2018, c'est ce qui est arrivé. Ouais, puis en fait, ce que j'entends dans tu sais, ça me frappe, tu sais, quand tu me parles de déclic, en fait, tu sais, quand tu t'imagines prendre l'enfant de ta fille dans tes bras, puis, tu sais, c'est comme de pas te voir là, c'était comme impensable pour toi, tu sais, puis... Non. Puis ton cheminement en lien avec l'alcool puis la nourriture, tu sais, je vois une corrélation directe dans... Il y a quelque chose que tu vivais à ce moment-là que tu gérais pas bien au niveau de tes émotions, puis l'alcool, puis la nourriture. Tu sais, au même titre que l'alcool a été une échappatoire ou une fuite probablement en 1996, en 2018, entre 96 et 2018, j'imagine, pour en arriver à 455 livres, il y a quelque chose que tu as transféré dans tes dépendances au niveau de la nourriture qui fait que c'était devenu un échappatoire, la nourriture, pour toi aussi. Tu avais de la difficulté à gérer tes émotions. Comme le trou en dedans, tu voulais le remplir par la nourriture. Là. Oui, absolument. Puis tu sais, quand moi, ce que j'ai compris de la dépendance, c'est que 15% c'est la substance, 85% c'est ton attitude, ton comportement. Tu sais, fait que tu sais, au final, oui, la première année, j'ai fait du mouvement, j'ai fait du meeting quasiment tous les jours. Je me rappelle, j'ai écouté le mémorandum de Dieu le soir pour m'endormir pendant 1 an, à tous les soirs. Tu sais, puis on parle de visualisation, on parle d'affirmation positive. Moi, ça fait longtemps que ça fait partie de mon vécu, tu sais, parce que ça m'a permis de changer mon mindset un peu, puis de m'abandonner, puis de faire confiance, puis à travers tout ça. Mais oui, après la première année, tout est... Tu sais, je constate ça aujourd'hui. Même moi, des fois, ça m'arrive. Je vais pas avoir la volonté, la discipline, la détermination, mais de par nature, l'humain est un peu plus paresseux. Quand ça va bien, on arrête de faire ce qu'on a fait pour que ça aille bien, puis c'est comme si à un moment donné, j'avais compris que j'étais guéri après 1 an, puis que j'avais juste à continuer par rapport à boire, puis tout allait bien. Mais le bobo qui me faisait souffrir en dedans, il me fait souffrir encore par moment même. Il faut que je sois capable de l'observer, de le nourrir, d'en prendre soin, de le prendre, de le regarder, de dire hey, t'es là, je te vois, je vais prendre soin de toi aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé au mois de décembre 2018, après 22 ans de mouvement, 23 ans de mouvement, puis d'abstinence d'alcool, puis constater que j'ai juste fait un transfert de dépendance. J'ai pas continué à m'occuper de rien. Ça allait bien. Ben, je donnais l'impression que ça allait bien. En dedans de moi, c'était comme un canard ou un cygne sur l'étang. Tu sais, en dessous, ça patinait, puis en dedans, je donnais l'impression que j'étais calme. J'avais la facilité de faire ça. Puis en même temps, j'ai passé ma vie à pas nommer, puis à pas exprimer, puis à le faire, mais à petite dose pour aller chercher un petit peu de soutien puis d'accueil, mais en même temps, pas savoir comment m'y prendre à travers tout ça. Mais à partir de 2018, quand ça a changé, puis là, j'ai réalisé que je suis sensible à tout. Là, moi, j'ai été dépendant au travail, j'ai été à travers la sexualité puis la pornographie. Tu sais, tout ça a passé, j'ai tout fui ce mal-là.
Mais là, je peux te dire que depuis 2018, là, c'est pas mal à vif à journée longue. Tu sais, d'une certaine façon, je le vis, puis j'essaie de l'accueillir, puis j'essaie de... Des fois, c'est plus dur, des fois, c'est plus facile, mais c'est vraiment de me donner l'espace nécessaire, puis d'observer que... Tu sais, je disais ça hier dans mon groupe d'hommes, hier soir. Moi, j'ai besoin de toujours être dans une posture d'étudiant. Le jour où je pense que je suis arrivé, c'est le jour où il faut que je me rassoie dans la chaise puis me dire, OK, wow, t'as rien compris, on continue. Je peux pas me mettre dans une posture, OK, tout va bien, je contrôle tout. C'est là que je réalise, il y a quelqu'un à un moment donné qui avait dit, si tu veux faire rire Dieu, fais-toi des plans. J'aime ça. Tu sais, parce qu'au final, lui, il va venir foutre le bordel puis il va venir changer ces affaires-là. Fait que si je me mets en posture d'étudiant, ça veut dire que tout ce qui arrive dans ma journée, il y a une leçon possible à retenir. Puis cette leçon-là, c'est ça qui va me faire grandir. C'est ça qui me fait toucher au fait que je serai jamais rendu. Puis ça, je suis en paix avec ça, Normand. Je serai jamais arrivé. Puis je veux pas être arrivé. Je veux me laisser surprendre. Je veux découvrir ce que je suis capable de faire dans ma vie. Pas parce que je veux me prouver. Je veux prouver à quelqu'un d'autre que je suis capable de le faire. J'ai l'impression d'avoir un potentiel qui est illimité, puis je veux l'utiliser dans toute sa grandeur, ce potentiel-là. Ouais, puis j'imagine, tu sais, quand tu me parles de te placer comme dans une position d'étudiant, ce que je comprends, puis ce que je traduis à travers de ça, tu sais, c'est que à partir du moment où ce que t'as arrêté de consommer de l'alcool, t'as pris conscience que l'alcool, la nourriture, c'était une fuite, c'est que là, c'est comme si là, t'as entrepris plus un parcours de développement personnel, puis de la connaissance de soi, pour voir vraiment c'était quoi les déclencheurs, qui faisait en sorte que tu vivais des émotions, puis que ton mécanisme de défense, c'était la fuite dans l'alcool puis la nourriture. Fait que c'est ton parcours d'étudiant, il t'a amené au développement personnel, en fait, tu sais. Oui, parce que tu sais, mon développement personnel a commencé en 96. Donc, ça fait bientôt presque 30 ans que je fais ça. Puis je l'ai fait sur différentes formes, mais à un moment donné, j'ai cru et j'ai accepté ou j'ai accueilli ou OK, là, ça va bien, c'est correct, j'ai plus besoin de travailler. Mais au final, quand tu commences à travailler sur toi, c'est comme quand tu fais une rénovation chez vous, là, t'as une vieille maison que tu rénoves, tu ouvres les murs, tu sais pas ce que tu vas trouver l'autre bord. Fait que, tu sais, quand je vais lever une roche sur un comportement que j'ai, parce que j'ai pas le choix de le faire aujourd'hui, là, encore. Je lève une roche, je découvre quelque chose. Des fois, là, j'ai pas le goût de le voir, ce que je vois. Mais c'est ça qui est là. Fait qu'il faut que j'apprenne à vivre avec. Fait que pour moi, c'est une aventure, le développement personnel. Ouais, puis j'imagine que dans cette aventure-là que tu as bâti depuis 96, il doit y avoir eu des défis dans ton parcours? Ah oui, il y a plein de défis, parce qu'à un moment donné, je vais parler en jeu, là, je pense que je suis sur le bon chemin, puis là, la vie m'envoie des épreuves, puis là, je constate que je suis pas dans le bon chemin. J'essaie d'écouter mon intuition, je prends des décisions sur des affaires. Oups, là, je me trompe, puis là, j'ai tellement peur de faire des erreurs que je paralyse puis je bouge plus. Puis là, je continue à m'enliser dans le show. Avec des erreurs, des défis, il y en a eu tout le temps. Mais l'alcool, ça a pas fait. La drogue, j'ai pas été fort sur la drogue. La nourriture, moi, je le sais qu'il faut que je sois vigilant parce que c'est acceptable, c'est socialement accepté de manger, mais on mange tout. Mais quand tu finis, que tu commences à cacher de la nourriture dans ta maison parce que tu veux être sûr que les gens qui vivent avec toi ne t'avolent pas, pour que tu puisses l'avoir quand tu as besoin de te geler des émotions avec ça. Mais surtout, geler l'effet de mes émotions, ça gèle pas mes émotions, ça gèle que la honte, la culpabilité, la colère, le manque de reconnaissance que j'ai envers moi, mais je le gèle avec ça au lieu de le nommer. Puis l'isolement, pour moi, ça a été mon plus grand défi, là. De pas être capable de me dire, de pas être capable de dire vraiment comment je me sens, parce que autour de moi, par moment, j'avais de la difficulté à le nommer, puis les gens autour de moi avaient de la difficulté à m'entendre. Fait que là, je me positionnais en victime pour aller chercher de l'attention. Puis aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que si je me positionne en victime pour aller chercher de l'attention, je donne du pouvoir à l'autre de me rentrer dedans, puis de pas respecter mes limites, puis moi, à un moment donné, j'ai tellement besoin que je laisse... Fait que, tu sais, ça a toujours été mes défis. Mais de prendre la responsabilité... Tu sais, je te l'ai déjà dit dans un autre échange qu'on a eu ensemble. Pour moi, dans mon enfance, j'ai toujours eu le sentiment... Dans mon histoire de vie, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais pas adéquat, j'étais pas assez, j'étais pas suffisant, j'étais pas assez bon. Donc, ce que ça a fait, c'est que
j'ai développé un besoin d'être reconnu à outrance. Puis pour moi, la responsabilité, c'est que s'il arrivait quelque chose, j'étais responsable de tout ce qui arrivait. C'était toujours moi le bouc qui me sert. Aujourd'hui, pour moi, la responsabilité, c'est si je veux quelque chose, je suis responsable de faire les actions pour y arriver. C'est pas l'individu devant moi qui me fait vivre la situation que je vis. C'est moi qui permets à cet individu-là de me donner, de moi m'abandonner dans le processus. Mais si je développe mon autonomie personnelle, c'est ce qui va me sécuriser parce que ça a pris 52 ans avant que j'arrive puis je comprenne que si j'attends que les gens autour de moi me sécurisent, je vais attendre toute ma vie. Parce que la sécurité, il faut que ça parte de moi. Il faut que je fasse les actions au quotidien. Et comme je te disais ce matin avant qu'on commence, moi, j'ai ça être en retard. Puis souvent, quand je suis en retard, c'est parce que j'ai pas mis mes limites. Fait que j'ai besoin de mettre des limites. De cette façon-là, je suis en sécurité pour que les choses se fassent et qu'ils se fassent dans le temps. Moi, j'aime pas. Si j'ai prévu d'être là pour tout à l'heure, je veux être là pour tout à l'heure. Si j'arrive en retard, c'est parce que j'ai quelque chose que j'ai pas pris la responsabilité de. Si je suis pas coupable, c'est plus de la culpabilité, de la fausse culpabilité d'une certaine façon. Là. C'est de, OK, je m'en suis pas occupé, il faut que je m'en occupe. Parce que si je le fais pas, c'est là que l'anxiété embarque. Puis quand l'anxiété embarque chez nous, c'est là où je m'isole. Puis quand je m'isole, c'est là que j'utilise moi j'appelle ça mes drogues de choix, là, que ça peut être la fuite, ça peut être aller écouter la télé, fuir dans l'ordinateur, quoi que ce soit. Donc, il faut que je mette des choses en place pour me protéger. Mais c'est sûr que, tu sais, de l'extérieur, quand je regarde les gens, puis même aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, quand tu regardes tout le monde, ces médias sociaux, là, ça a l'air facile pour tout le monde. Mais moi, je peux te le dire, là, c'est pas toujours facile. Puis c'est pour ça que je vais afficher des choses, mais j'affiche pas toutes. Parce qu'au final, j'ai besoin de me garder un jardin secret parce que ça, c'est ce qui me reste connecté à ma posture d'étudiant pour me dire, hey, échappe-toi pas, prends soin d'eux. Puis en même temps, d'accepter que si je fais des erreurs, pour moi, longtemps, faire une erreur, c'est un signe de faiblesse. Comme, tu sais, souvent encore aujourd'hui, moi, je l'entends encore, je sais pas, sûrement que toi aussi, là, mais moi, je suis sensible, je vais pleurer facile. Longtemps, je me jugeais de ça, tu sais. Mais au final, j'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit d'être émotif, j'ai le droit d'être intense, j'ai le droit d'être en colère. Longtemps, moi, ma colère, je l'ai pas exprimée. Ça a été après ça, je portais de la colère, puis au lieu de l'exprimer, ben, je me faisais violence à moi. Ben, tu sais, puis j'aime ça que tu me parles de ça parce que en fait, je voulais faire un lien avec ça, tu sais. Tu sais, tu parles de responsabilité, tu parles d'émotion, tu parles de culpabilité, tu parles de sentiments. Tu sais, toi puis moi, on le sait que le rapport à l'émotion, pour plusieurs hommes, c'est un enjeu, tu sais, parce que il y a des croyances limitantes, tu sais, qui nous ont maintenus pendant longtemps dans un homme, ça doit rester fort. Tu sais, il faut un homme n'a pas le droit de démontrer ses émotions, puis un homme de mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX ou développer leur vocabulaire émotif, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile, tu sais. Puis j'aimerais ça, tu sais, que tu nous parles un peu en tant qu'homme, tu sais, ton parcours au niveau de parce que le lien entre la fuite puis le rapport émotionnel, il y a un très grand lien, tu sais. Dans ta difficulté, j'imagine, à avoir de la difficulté à gérer tes émotions à la base, ça a dû commencer par le fait de les identifier puis de les verbaliser. Ça a été quoi ton parcours en lien avec ça, tu sais, dans ton parcours d'homme, là, tu sais, d'apprendre à te connaître? Je comprends que tu m'as dit que tu as fait des groupes de sport puis tout ça, puis c'était quoi ton parcours pour en arriver aujourd'hui à nommer tout ça, ces émotions-là? C'est sûr que le parcours est venu par plusieurs ressources. Tu sais, c'est sûr que j'ai fait partie d'une organisation, je fais encore partie, je suis moins impliqué, mais j'ai été impliqué longtemps avec les Hommes de cœur, qui m'a permis d'apprendre à mettre des mots sur ça. J'ai fait beaucoup de lectures, je me suis impliqué dans des espaces où je sentais que ça me nourrissait, ça me donnait des outils pour mieux me comprendre. Tu sais, le premier atelier que j'ai fait d'hommes, puis on m'a dit, hey, c'est quoi tes besoins? Besoin? C'est quoi? Ça mange quoi en hiver? C'est des besoins. Moi, j'ai besoin de prendre soin de ma femme pour être sûr qu'elle m'aime puis qu'elle va rester autour de moi. Mais mes besoins à moi, c'est quoi mes besoins? Un besoin de sécurité, un besoin d'être entendu, un besoin d'être vu, un besoin d'être reconnu. Moi, tous ces mots-là, ça m'a emmené vers la déchéance. Parce que j'ai pas su prendre soin de ça. Tu prenais plus soin des besoins des autres que de tes propres besoins à toi. Ben oui, tu sais, moi, je pense que je te l'ai jamais dit, ou ma première femme, la mère de ma fille,
j'avais 19 ans, elle avait 26 ans. Tu sais, le stéréotype que les hommes on porte, là, une blonde avec les yeux bleus, 36, 24, 36, là, moi, c'était ça, là. Mais moi, je savais qu'en dedans de moi, là, j'avais aucune valeur, là. Ma valeur était pas très haute, là. Fait que j'ai dit, cette femme-là, je vais la marier avant qu'elle réalise que je suis bon rien. J'ai eu cette pensée-là, Normand. T'sais. Fait que des besoins, là, moi, ma job, ça a été de faire en sorte qu'elle, elle soit heureuse puis que je puisse la combler jusqu'au jour où j'ai touché le fond avec l'alcoolisme, où je pouvais partir 3-4 jours sans savoir où moi j'étais. Imagine, elle savait même pas où j'étais. T'sais. Elle a eu toutes les raisons du monde de m'haïr, mais au final, moi, mes besoins, là, ça m'a pris du temps, puis je suis pas sûr. Il y a des journées encore aujourd'hui, pas sûr c'est quoi le besoin qui se fait face, puis c'est quoi qu'il faut que je prenne soin pour moi, tu sais. Je suis conscient que j'ai besoin de beaucoup de bienveillance à mon égard, faut que j'accueille ces choses-là, mais tu sais, souvent, j'ai 58 ans, là, fait que je viens d'une génération où mon père a évolué beaucoup, tu sais, puis je pense qu'on a évolué ensemble. Mais encore aujourd'hui, moi, j'ai des croyances limitantes qui font que j'ai acheté un paquet d'affaires qui, encore aujourd'hui, par moment, ils viennent, j'essaie de parler français comme faut, là, qui viennent bousculer mes habitudes de vie parce que moi, chez nous, j'aime cuisiner, j'aime ça faire le ménage, j'aime ça quand c'est propre. Moi, c'est quelque chose que j'identifiais que c'est ma mère qui faisait chez nous. Mon père, il faisait pas de ménage chez nous, là. De toute façon, il allait à la chasse, il allait à la pêche, il était toujours parti. Mais là, moi, il y a certaines affaires qu'il faut que je déprogramme, puis tu sais, j'ai eu un traiteur pendant 5 ans, puis ça a pris du temps avant que j'accepte que je suis un cuisinier, parce que pour moi, l'image que j'avais, c'est Jeanne Benoît, c'était une femme qui est dans la cuisine, malgré qu'aujourd'hui, la plupart des grands chefs à travers le monde, c'est des hommes dans la cuisine. J'ai eu, tu sais, il y a plein d'histoires qu'il a fallu que je déconstruise dans mes besoins. Comme le rapport à l'émotion, j'imagine? Ben oui, le rapport à l'émotion. Mais tu sais, à un moment donné, pour moi, c'est ce que ça l'a fait aussi, c'est que dans mon besoin d'être aimé, mon besoin d'être reconnu, mon besoin d'être accepté, quand j'arrive dans un groupe de croissance personnelle qui, comme encore aujourd'hui, on est sur 10 personnes, il y a 2 gars puis il y a 8 femmes. Là, je le fais pas pour faire un spectacle, là, je suis émotif. Là, les 8 femmes sortent d'abord, elles me regardent. Ah, que c'est beau un homme quand ça pleure. Et moi, ça a nourri mon ego, là. J'en voulais d'autres de ça, là. Parce que je me sentais reconnu à travers ça. Puis c'était sincère que ces femmes-là faisaient ça. Mais je peux pas te dire qu'à 100% des fois que j'ai pas joué la game parce que ça me faisait du bien d'être reconnu, là. Mais au final, je sais que je suis un homme sensible. Mais quand j'étais petit, mon père me disait souvent, un homme, ça broye pas. Fait que moi, je broyais, puis j'étais pas un homme. Fait que longtemps, j'ai cherché mon identité, pas dans ma sexualité, mais dans c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, tu sais. Moi, j'aimais ça cuisiner avec ma grand-mère, faire de la popote, puis ma chambre a toujours été propre. J'ai été élevé comme ça, tu sais. Moi, chez nous, si je me lève le matin puis la vaisselle n'a pas été faite la veille du soir, j'ai le poil dans le dos qui lève, là. Puis, en fait, puis quand tu me dis ça, comment t'as fait pour, parce que ça, tu sais, il y avait on dirait que t'avais comme un espace de sécurité avec les femmes dans les groupes de croissance personnelle où tu te laissais aller à vivre tes émotions, puis comme ça t'a permis d'apprivoiser ta sensibilité, ton côté plus yin, puis le yin, c'est le côté féminin, le yang, pour nos auditeurs, le yang, c'est le côté plus masculin. Ouais. Mm-hmm. En fait, tu sais, c'est tout ça qui t'a permis d'apprivoiser, puis éventuellement, parce que, tu sais, je sais pas si comme tu me parlais des hommes de cœur, bon, moi aussi, je suis un homme de cœur, puis je le sais, mais je veux te l'entendre dire, tu sais, Robert, que par rapport aux autres gars, tu sais, de te montrer dans cette sensibilité-là d'homme, tu sais, j'aurais le goût de t'entendre par rapport à ça, tu sais, parce que je sais que les gars, on a plusieurs hommes, je veux pas généraliser, parce que je sais qu'il y a des hommes en développement beaucoup aujourd'hui, tu sais, mais plusieurs hommes ont de la difficulté à se montrer dans leur sensibilité parce que eux-mêmes se jugent, tu sais. Toi, ça a été quoi ton rapport à te montrer là-dedans avec les gars? Là-dedans, avec les gars, tu sais, c'est sûr que quand je suis arrivé quand j'ai commencé à m'investir et à m'impliquer avec les hommes où on faisait des ateliers où on était juste des hommes, j'ai jamais eu vraiment cet enjeu-là de vouloir me cacher à travers ça. Mais, veux pas, quand tu chemines, je me rappelle la première journée où j'ai vécu un atelier avec juste des hommes, puis j'écoutais d'autres hommes me parler de leur expérience, puis moi, je pensais que j'étais tout seul à vivre ces émotions-là. J'étais tout seul à avoir une sensibilité. J'étais tout seul à vivre plein d'émotions que je savais pas quoi faire avec. Là, je réalise que
je suis dans un groupe avec 40 hommes qui varient entre 18 puis 70 ans, puis ils vivent toutes les mêmes affaires à différents niveaux, de la même façon que moi je peux les vivre. Je me dis, hey, wow. Moi, je me suis senti en sécurité de pouvoir exprimer mon émotion. Ça a été facile. Puis je me suis senti accueilli dans cet espace-là aussi. Fait que déjà, d'entrée de jeu, pour moi, mon expérience, elle a été celle-là, d'avoir des hommes qui viennent me voir puis me dire, hey, je suis tellement envieux de voir que tu es capable d'exprimer ta sensibilité. Moi, je suis pas capable de toucher à ça. Tu sais, je suis pas capable d'aller là, tu sais. Mais j'ai jamais vraiment vécu de difficulté face à ça, face aux autres hommes. Moi. Tu sais, je suis arrivé dans ce mouvement-là ou cette aventure-là avec déjà une acceptation de ma sensibilité, mais je suis capable d'être honnête puis de dire dans l'authenticité que ça m'a servi. Ça m'a servi de continuer parce que c'est quand je la laisse vivre cette émotion-là, ben je cherche pas à la fuir. C'est drôle parce que je touche à ça. J'aime ça la question, l'angle d'attaque qu'on voit avec ça, c'est quand je la laisse vivre mon émotion, je cherche pas à la fuir, la geler ou l'anesthésier ou l'éliminer. Je l'accueille, je la prends, je la berce, j'en prends soin. Tu donnes l'importance un peu plus à ce que tu vis aujourd'hui, tu sais. Ben oui. Ben ouais. Puis c'est ça qui me fait du bien parce que si je vis quelque chose puis je m'en occupe pas, tu sais le proverbe qui dit ce que tu fuis te poursuit. Tu sais, puisque ce à quoi tu fais face s'efface. Ben pas que ça, c'est pas nécessairement d'y faire face, c'est de le prendre. Ah, t'es là. Ben, mais ce que je pensais qu'il était laid, c'était pas nécessairement laid. Je vis quelque chose, je comprends plus. Ben, tu sais, le fait de pas chercher à me sauver, ça me permet d'observer puis de vivre là. Puis des fois, c'est foutument inconfortable. J'ai l'impression d'être assis sur un tapis de clous. Là. Mais la douleur qui est là me fait dire, hey, si je prends pas soin de ça, elle va toujours être là. Puis c'est à travers l'activité physique que j'ai appris à maîtriser ça d'une autre façon aussi. Là. Ouais, ben c'est ça. Parle-nous-en donc. Je vais t'entendre là-dessus parce que, tu sais, nos auditeurs, tu sais, j'en ai parlé en introduction, mais nos auditeurs, tu sais, je le rappelle, Robert a passé de 455 livres à marathonnier. Comment l'activité physique t'a aidé, en fait, à développer cet engagement-là, cet amour-là pour toi de, écoute, j'ai envie de me donner cette importance-là aujourd'hui, puis de mettre l'activité physique au premier plan dans ma vie pour m'occuper de moi puis prendre soin de moi, là. Ouais. Tu sais, on en a parlé depuis le début, puis tout. Moi, j'ai été un gars des extrêmes. J'étais un intense. J'ai bu jusqu'à me geler, puis à m'endormir, puis à perdre connaissance, puis je suis devenu sobre, rigide. Puis à un moment donné, je retombe au milieu avec une forme d'équilibre. Tu sais. Moi, j'ai toujours fait du sport, mais j'ai toujours fait du sport pour les mauvaises raisons. J'ai joué au hockey pour performer, pour plaire à mon père. J'ai joué au hockey pour coacher au hockey, pour en faire une carrière. En coaching, si tu veux, d'une certaine façon. J'ai été au gym 2 heures par jour, 7 jours sur 7 pour manger plus parce que je suis gourmand puis je veux, tu sais, le fait de, tu sais, le gym a même été une dépendance pour moi, là, aussi. Tu sais, j'ai toujours été en santé, mais en décembre 2018, à 455 livres, à ce moment-là, mon condo où j'habite puis le travail où j'ai la gestion d'un organisme à but non lucratif, j'ai 400 mètres à faire. J'ai de la misère à faire ce chemin-là le matin parce que ça me prend 20-25 minutes me rendre au travail. J'arrête 3-4 fois en descendant pour 400 mètres de marche. Là. Je sais pas si vous avez une idée de la distance que c'est. Là. C'est pas très, très long. Là. Mais il faut que j'arrête à toutes les 100 mètres parce que ça me brûle dans le dos à cause que j'ai à peu près 200 livres de bédaine rendu à cette époque-là. Là. C'est tout le poids dans la bédaine. Tu sais. Puis j'ai de la misère à respirer. Ça me brûle dans le dos au niveau du nerf sciatique. Puis j'ai de la misère à marcher. Là. Mais j'ai pris un engagement que je prendrais soin de moi. Fait que ça a commencé par des sorties de marche de 400 mètres, arrêté plusieurs fois, puis me dire, je m'en vais marcher, puis je marche 400 mètres, puis je reviens. Quand j'étais quelqu'un d'actif toute ma vie, où j'ai joué au hockey, j'ai fait les 48 heures de Boisbriand en vélo, je pédalais pendant 48 heures, j'ai fait un triathlon à l'âge de 25 ans, à 52 ans, pour être capable de marcher 400 mètres sans être obligé de avoir peur de mourir. Puis les 400 mètres sont devenus, à force de persévérer, à prendre l'engagement d'aller marcher à tous les jours, c'est devenu 1 kilomètre. Après ça, c'est devenu 1,5 kilomètre. Tu sais, la théorie des petits pas, là, elle est faite. Puis quand tu dis petit, là, c'était petit. La première sortie, là, c'était de sortir du condo chez nous, marcher jusqu'au stop, puis revenir, ça donnait 400 mètres. J'avais fait mon activité de la journée, j'étais brûlé. Là. Puis au fil du temps, à le faire avec un objectif précis de revenir en santé,
pas de perdre du poids, de revenir en santé. Parce que toutes les fois où j'ai essayé de perdre du poids, ça n'a jamais marché parce que je focusais pas sur la bonne cible. Donc, focuser sur un retour à la santé a fait que la motivation s'est transformée en discipline. Parce qu'à un moment donné, la motivation des fois d'avant, quand j'embarquais sur la balance, puis j'avais fait des sacrifices toute la semaine, j'avais pas perdu de poids, j'étais découragé. Tandis que là, je comparais, tu sais, je suis capable de voir à chaque semaine que chacune de mes sorties de marche était plus longue. J'avais des résultats. C'était concret, là. Je pouvais le mesurer, je pouvais le sentir, je pouvais le goûter. Puis 6 mois plus tard, j'avais 125 livres à peu près de perdus. Puis je marchais 3 fois par semaine, 10 kilomètres. Puis là, ça allait super bien. Puis là, j'ai dit, OK, il y a des montées sur mon parcours de marche, je vais les courir juste pour voir comment. Parce qu'à 455 livres, on peut se dire que mes genoux, quand je me levais le matin, ils me disaient, écoute, donne-nous un break, là. On a besoin d'aide un peu, là. Fait que là, je courais dans les montées, puis j'avais l'impression que c'était moins dur sur les genoux, tu sais. Puis là, c'est venu au fil du temps que j'ajoutais des distances de course puis de marche. Fait que jusqu'au jour où j'étais capable de courir 5 kilomètres sur les 10 que je marchais avec des intervalles. Sans le savoir, qui est la technique pour apprendre à courir, tu fais des intervalles course-marche. Tu sais. Puis à un moment donné, au mois d'août 2019, j'ai un de mes employés qui est décédé. C'était comme un peu un deuxième réveil. Parce que même si je savais que ça allait bien, j'étais encore pas tout à fait en top shape à mon goût. Puis j'étais encore à risque. Puis cet employé-là avec qui je me confiais, puis il me confiait ses histoires de vie, puis on échangeait d'homme à homme, tu sais. Mais il est décédé ce jour-là. Il a fait un AVC au resto où je travaillais, puis on n'a pas été capable de le ranimer. Puis j'ai pris l'engagement d'aller courir le 10 km du Marathon de Montréal en septembre 2019, qui est un mois et demi plus tard que l'événement qui est arrivé, pour honorer cet homme-là, parce que c'est un homme qui est important pour moi. J'ai même ses initiales tatouées ici depuis cet événement-là pour jamais oublier ça. T'sais. J'ai un homme de symboles. J'ai beaucoup de symboles, moi, qui me permettent de me propulser. Puis quand j'ai franchi la distance de 10 km, j'avais jamais couru ça de ma vie, là, 10 km en continu. Là. Jamais fait ça. Là. Dans toutes mes années de sport, la course à pied, c'est la chose qui me méritait le plus. J'aimais mieux faire du vélo stationnaire et aller nulle part que de courir. T'sais. Le dernier kilomètre, je me rappelle, j'étais sur Sainte-Catherine, le fil d'arrivée était au complexe des Jardins. J'ai tout revu ma vie flasher sur le dernier kilomètre, puis j'ai pleuré tout le long. Puis quand j'ai franchi le fil d'arrivée, ça a fait « Oh boy, ça, j'aime ça, ce buzz-là. » C'est le même buzz que je retrouvais avec mes autres dépendances. C'est devenu une dépendance, la course, mais pour moi, aujourd'hui, qui est une dépendance qui est saine, parce que je gère mes émotions au travers de la course à pied aujourd'hui. T'sais. Donc, c'est devenu un 10 km. Après ça, j'ai joint un club de course. Ça, c'est en septembre. Février suivant, j'ai couru un demi-marathon. Septembre suivant, j'ai couru un marathon à Rimouski. Je me suis rajouté des blocs de défis. Tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je l'aurais peut-être pas fait de ce sens-là. Avec ce que je connais de la course à pied, j'aurais peut-être pris plus de temps parce que j'ai été dur avec mon corps. Mais ça, je l'ai été toute ma vie. Mais au final, c'est ça, je suis encore en vie aujourd'hui. Mais ça a passé par... Je pensais à ça hier aussi quand je faisais le retour là-dessus. J'ai dit, les résultats que j'avais à cette époque-là étaient dus à des choix que je faisais. Puis là, un matin, je me suis levé, mais là, ces choix-là, je suis pas satisfait des résultats que ça me donne. Je dois faire des choix différents pour arriver avec des résultats différents. Puis là, à chaque fois que je courais, j'étirais ma distance, puis je me disais, hey, c'est le fun, ça, j'aime ça comment je me sens. Je suis capable de... C'est comme si, tu sais, ma posture d'étudiant, je te disais au début, là, à toute fois que je me prépare pour une course, je sais jamais jusqu'où je vais aller avec. Parce que je me découvre en cours de route. Pour moi, la course à pied, c'est devenu thérapeutique. Je vais méditer en course à pied. Je vais faire des business meetings dans ma tête. Là, je vais créer. Si j'ai une idée de créativité sur un projet que je veux faire, je vais le voir, le vivre, puis l'expérimenter à travers une course. Moi, je fais beaucoup de visualisation. Quand je suis en préparation pour une course, mes dernières semaines de course, là, je cours, puis je me vois sur le parcours où je suis, je me vois franchir la ligne d'arrivée. Tu sais, ça fait partie d'une façon de nourrir mes besoins. Tu sais, on en a parlé tantôt, là. Mon besoin de prendre soin part par là. J'ai une mauvaise journée. Je suis jamais dans une posture, tu sais, ça peut arriver à l'occasion, là, de me dire, il faut que j'aille courir. Je suis plus dans, hey, j'ai hâte d'aller courir. Parce que je sais comment je me sens quand j'ai fini. Ça répond à un besoin de te réaliser, ben oui, en fait. Absolument. C'est ça. Et ça prendre soin de moi, prendre soin de moi. Tu sais, je vis une émotion au lieu de la geler ou de la feuille, je vais aller courir, puis en courant, je vais penser, OK, elle vient d'où cette émotion-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé ça? Comment je peux faire pour mettre quelque chose en place pour éviter que je me retrouve encore dans cette position-là?
ça devient du positif, puis ça devient pas nécessairement de la fuite, ça devient surtout éducatif. Le mot qui monte, c'est éducatif. J'aime ça. Puis en fait, je t'amènerais sur le chemin, tu sais. Tu me parles de développement au niveau physique, ce que tu mets en place, ce que tu visualises. Fait que tu sais, tu restes dans le développement personnel, physique. Puis aujourd'hui, là, c'est quoi les ressources de développement personnel que tu mets en place qui peuvent donner de l'espoir à quelqu'un qui voudrait se prendre en main, puis ça autant sur le plan physique que sur le plan personnel, mental, pour que ça soit plus dans une forme de santé globale. J'imagine que à travers des groupes de sport ou même au sein de la tribu, je sais que tu es actif au sein de la tribu masculin, tu sais, puis ce serait quoi? C'est quoi tes ressources de développement aujourd'hui que tu mets en place? Ben, c'est sûr que j'ai la passion de la course. Fait que moi, quand je suis passionné par quelque chose, je m'informe, je m'éduque. Donc, j'ai fait des formations, j'ai fait beaucoup de lectures en lien avec la course. J'écoute, je lis des audiobooks, des livres, des podcasts, des conférences de course à pied. Puis moi, j'ai toujours été un homme qui était à contre-courant. Tu sais, au lieu de, tu sais, le guide alimentaire canadien puis les nutritionnistes, pour moi, ça a pas fonctionné. Je suis allé dans le cétogène, maintenant je suis carnivore, mais là je suis plus céto-carnivore, là, je vais mélanger un peu de glucides, ces choses-là. Mais ça fonctionne pour moi. Fait que la course à pied, tout le monde parle de performance, moi je parle de technique de base. Je parle du pourquoi tu cours. Comment tu peux développer ton plaisir de courir à travers comprendre pourquoi tu cours. Puis comment tu peux courir pour pas te blesser puis être en santé le plus longtemps possible. Parce que la plupart de l'industrie nous fait croire que un marathon, c'est facile à courir. Excusez, pardon, là, mais un marathon, là, ça prend de l'énergie, ça prend de la discipline, ça prend de la détermination, ça prend du courage pour courir ça. Tu peux pas te lever demain matin et dire je cours un marathon dans 3 semaines, ça se fait pas. Ça prend de la préparation. Quand même que demain matin, je te donne le sac de golf de Tiger Woods, tu iras pas jouer au golf comme Tiger Woods demain matin. Tu vas devoir développer des compétences puis des habiletés. Comme coach, comme coureur inspirant, moi, mes ressources, c'est de me laisser, d'observer ce que les gens font, comment ils font, comment moi je peux l'adapter, comment moi je peux le faire pour que ça me serve, puis comment après ça je peux prendre ça puis le transférer vers d'autres. Parce que ma mission comme coach, c'est d'être une source d'inspiration, puis de contribuer à inspirer d'autres personnes qui eux-mêmes vont inspirer d'autres personnes. Parce qu'au final, c'est ça. Si je suis fier de ce que je fais, mais je vais le montrer. Puis ça va montrer à quelqu'un que c'est possible pour lui de le faire. Puis quand lui va le faire, il va inspirer quelqu'un d'autre. C'est juste une question de, encore là, pour moi, la technique des petits pas, là. Tu sais, fait que beaucoup de lectures, je vais participer à des courses, il y a des hommes et des femmes qui prennent soin d'eux, qui font de la course à pied, puis qui sont inspirants, que je m'en inspire. Puis j'aime souvent avec mes clients comprendre pourquoi ils courent. Puis, est-ce qu'ils ont du plaisir quand ils courent ou s'ils courent juste pour la performance? Parce que je le connais, ce monde-là de la performance. Moi, je performais à outrance pour être aimé, là. Pas pour me faire du bien, là. Puis je me suis saboté le corps maintes fois. Mais aujourd'hui, à 58 ans, quand je cours avec un jeune qui a 19 puis qui court à 2 fois mon pace, quand même que je me jugerais que je suis pas bon, là. J'ai pas la même âge que lui, j'ai pas les mêmes limites, j'ai pas les mêmes capacités, mais je fais de la même distance que lui. T'sais, souvent, quand j'enseigne, ce que j'ai compris, c'est que 90% des coureurs qui prennent soin d'eux dans la course à pied courent pas 5 km en continu. Ça, c'est une étude globale en Amérique du Nord, là. Le 10% qui reste, c'est les bébites qui courent des 5, des 10, des demi-marathons, des ultramarathons, des Ironman, des iRock, toutes ces affaires-là, dans l'intensité et dans l'extrémité. Mais moi, le bien-être d'aller courir 3 km avec mon chien, là, j'ai le même bien-être que quand j'ai franchi la ligne d'arrivée sur un 42 km. Tu retrouves le même plaisir. C'est le plaisir. Fait que moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus à travers trouver des ressources qui vont faire que je peux faire des trucs pour me faire plaisir, qui me donnent du plaisir, puis que j'ai le fait dans le plaisir. Parce que le jour où je tombe dans la performance, c'est là que je change ma posture d'étudiant pour me dire, je suis arrivé, je l'ai. Puis c'est là où je me plante. C'est là où je me blesse. C'est là où je mets la charrue avant les bœufs on dirait à vouloir tomber dans des anciens patterns de vouloir plaire puis impressionner les autres. Quand moi, je me fais violence. Fait qu'au final, c'est d'être à l'écoute, d'être dans l'observation. Puis, tu sais, j'ai 58 ans, puis je viens de finir ma dernière formation comme coach de course, puis j'ai un diplôme de coach de course. Même si je le sais que je n'en avais pas besoin, je me suis quand même donné le droit d'aller le chercher parce que
c'était un de mes objectifs sur mon bucket list, d'être certifié d'une école que je souhaitais que ça soit cette école-là, puis ça me donne, tu sais, je comprends aujourd'hui que le papier, ça change rien pour le commun des mortels. Moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné un levier pour me dire, OK, tu as le droit d'exister dans ce rôle-là aujourd'hui. Mais si tu veux exister dans ce rôle-là, faut que tu sois à jour. Faut que tu regardes, faut que tu comprennes, faut que tu étudies, faut que tu continues d'avancer, faut que tu continues à rester assis dans ton rôle d'étudiant pour pouvoir continuer d'accompagner. J'aime ça, Robert, tu ramènes ça. Puis tu sais, on se l'était dit au début, là, ça va être dur de s'arrêter parce que moi et toi, on pourrait parler des heures. Tu sais, on est passionnés toutes les deux autant par le développement personnel que toi par la course à pied, puis d'inspirer d'autres gens, mais en même temps, il y a une réalité qu'il faut chercher en conclusion. Tu sais, puis ton parcours est incroyablement inspirant, tu sais, puis pour moi, ça me fait vraiment, tu sais, je me sens privilégié d'être à tes côtés. Je me sens privilégié que tu me supportes dans ma mission de vie, Robert, tu sais, d'accompagner les gens dans notre communauté qui est la tribu au masculin, tu sais. Puis en fait, j'aimerais ça en terminant que tu puisses te faire une place pour que les gens, s'ils veulent te suivre, s'ils veulent en apprendre un peu plus sur ton travail, s'ils veulent te rejoindre, les gens font comment pour te rejoindre, Robert? Ben, c'est sûr que tu vas pouvoir aussi mettre mon lien Linktree pour que tous les gens vont pouvoir me rejoindre. Fait que pas obligé de rusher, mais vous pouvez vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Vous avez mon adresse courriel qui est coureursinspirant@gmail.com. Je suis encore en croissance dans cet espace-là. Tu sais, avant d'avoir ma certification comme coach, mon brand, c'était le coureur inspirant. Fait que là, c'est pour ça qu'en ce moment, sur Facebook, vous allez trouver le coureur inspirant, puis sur Instagram, le coach inspirant. Techniquement, je suis limité dans mes capacités. Je suis pas capable de changer le nom sur ma page Facebook. Fait qu'en temps et lieu, on trouvera un chemin. Ça change rien. Le contenu est le même sur les deux communautés. Mais en même temps, sur ça, vous pouvez me retrouver sur la tribu aussi. La tribu, pour moi, c'est un véhicule. Parce que, tu sais, la course à pied, pour moi, là, c'est un véhicule. Fait que si tu t'identifies pas à la course à pied, puis t'es plus quelqu'un qui fait du yoga, ben, trouve le sens dans ton yoga qui va t'emmener dans ta posture d'étudiant, qui va faire que tu vas continuer de devenir plus grand. Tu sais, je suis aussi conseiller dans 2 boutiques spécialisées en course à pied à Laval puis à Mascouche, qui s'appelle le 42-2. Fait que quand je vous dis sur mon chemin, là, j'enseigne la course, j'ajuste les gens dans le bon soulier pour aller courir, je donne des conseils pour préparer vos courses à travers ces choses-là. Mais en même temps, prends le plan, applique ça dans ton objectif à toi, puis tu vas t'y rendre. Ça prend de la structure, ça prend de la motivation, ça prend de la discipline. Moi, j'aime, c'est les têtes de clous sur lesquelles je vais cogner. Tu sais, si tu veux juste performer, ben moi, je vais te diriger vers un coach qui va faire juste la performance. Si tu veux comprendre pourquoi tu cours, si tu veux comprendre comment tu vas faire pour courir le plus longtemps. Tu sais, quand je te dis, je me mets en posture d'étudiant, là. J'ai un client au magasin, là, il y a 88 ans et demi. Le et demi est important, c'est lui qui me l'a dit. Ça fait 70 ans qu'il court. Il court encore 3 fois semaine, 5 kilomètres par sortie, en 35 minutes. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est assez rapide pour un monsieur de 88 ans. Fait que si moi, là, ça, c'est la cible. Ça, c'est ce que j'ai le goût de faire. J'ai le goût, là, rendu à 88 ans, de courir encore. Parce que pour moi, courir, c'est mon signe d'équilibre. Fait que trouve le tien, trouve ton équilibre. Tu sais, c'est marcher avec ton chien. Puis ça, moi, j'ai ça aussi. Je marche avec mon chien à tous les matins. Tu sais, c'est un moment où je prends soin. Fait, tu sais, vous pouvez me retrouver sur mes médias, sur les médias sociaux. Tu sais, j'ai plein de projets encore. J'aimerais ça créer quelque chose sur YouTube aussi, travailler à travers ces choses-là. Mais moi, il faut que j'y aille graduellement parce que quand j'essaie d'aller trop vite, je m'enfarge, puis là, je perds la cible. Mais en ce moment, je vends des souliers, j'accompagne des gens dans la sélection de leurs souliers, je cours, tu sais, comme là, en ce moment, je suis sur le point de mettre en place mon projet pour mes 60 ans, pour me préparer pour courir le marathon de Paris. Je vais le documenter parce que j'ai les rêvé, ça. Fait que pour mes 60 ans, en avril 2026, je vais être à Paris pour courir le marathon de Paris. Donc, ça, je vais le documenter sur mes médias, comment je m'y prends à travers ces choses-là. Super inspirant, Robert. C'est dans ce sens-là. Vous pouvez me rejoindre sur les plateformes, ça va me faire plaisir. Ben écoute, je te remercie infiniment, tu sais, puis si en fait en terminant, je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager.
Je vous invite également à venir nous rejoindre, Robert et moi, dans la tribu masculine, une communauté exclusivement réservée aux hommes, qui est axée sur le développement personnel, qui vous avez une volonté de vous asseoir dans le siège d'étudiants comme Robert, ben on vous accompagne dans ce processus-là pour sortir de l'isolement puis apprendre à vous connaître. Tous les outils sont là au sein de la tribu. Puis en fait, en plus, vous avez la chance de venir l'essayer parce qu'on vous offre 1 mois gratuit au sein de la tribu masculin. Vous voulez me rejoindre, ben en fait, toutes les informations vont être dans la description du balado. Mes informations personnelles pour mes produits, mes services, ainsi que ceux de Robert Giroir. Robert, en terminant, un gros merci. J'ai vraiment apprécié ce moment-là de relation avec toi, tu sais, puis content que nos auditeurs aient eu accès à l'homme de cœur que t'es. Merci, c'est réciproque. Je suis bien heureux, puis je porte l'intention que ça rejoigne le plus de monde possible, puis que ça peut se faire une différence dans la vie de nos auditeurs. Merci Robert. À bientôt tout le monde. Merci Normand.